Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Ah là là, décidément les amis, plus on en apprend et plus j'ai envie d'en savoir. Y a pas à dire, ce prochain Hunger Games, Sunrise of the Reaping, ça risque d'être vraiment très cool. Parce que oui, on a du nouveau. Et avant d'aller plus loin, il faut quand même que je précise que dans cette vidéo, je vais partir du principe que vous avez tous vu tous les Hunger Games. Donc si vous voulez pas que je vous spoil les Hunger Games, parce qu'on va quand même devoir en parler un petit peu, et que vous les avez pas vus, et bien dans ce cas, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que je voue un culte assez vénère à l'égard de Hunger Games, qui est largement l'une de mes sagas préférées, au moins autant que ne l'est Harry Potter. C'est une saga dont on a énormément parlé sur la chaîne, et on a fait pas mal de vidéos dessus, et il y a quelques mois maintenant, on nous avait annoncé qu'un nouveau livre et un nouveau film étaient d'ores et déjà en préparation. Et ce qu'on savait jusqu'à présent, c'est que ça va raconter l'histoire des 50e Hunger Games, l'édition des jeux que Haymitch a gagné et qui feront de lui le futur mentor de Katniss et Peeta, ainsi que le seul et unique vainqueur du district 12 à être encore en vie, étant donné que Lucy Gray, on sait pas trop ce qu'elle est devenue. Et je dis bien, on sait pas trop ce qu'elle est devenue, et c'est fait exprès, parce que si à la fin de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, on pouvait avoir effectivement l'impression qu'elle est morte, si on pouvait avoir l'impression qu'elle avait été tuée par Snow, et ben en fait j'ai envie de dire, on peut pas vraiment en être sûr. Déjà parce que Snow s'étant fait mordre par un serpent venimeux juste avant d'essayer de la pourchasser dans la forêt, et ben on peut quand même assez facilement se dire qu'au final, est-ce que tout ce qu'il a vu ne serait pas juste une hallucination? Est-ce que c'est pas un délire à cause du venin du serpent qui circule dans son corps? Mais surtout parce que dans le livre, on n'a jamais vraiment aucune preuve concrète que Lucy Gray est vraiment morte. À aucun moment, on a la confirmation de sa mort. Donc on peut effectivement dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue. Si ça se trouve, elle a réussi à se barrer et à s'enfuir pour se cacher quelque part. Et tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'elle a abandonné Snow au bord du lac. Mais bref, pour en revenir à Haymitch, on savait déjà 2 ou 3 trucs sur le déroulement de ses jeux, puisqu'ils étaient déjà racontés dans le 2e livre. C'est comme ça qu'on sait qu'il a participé à une édition des jeux de l'expiation, donc une édition qui a lieu tous les 25 ans, avec une nouvelle règle spéciale qui est inventée pour l'occasion. Ici la règle, c'était qu'il y avait 2 fois plus de tribus que d'habitude, donc 48 au lieu de 24. Puis on sait aussi qu'il a gagné en utilisant le champ de force qui entoure l'arène, qui lui a permis de renvoyer au visage de son dernier adversaire la hache qu'il était en train de se recevoir. Et jusqu'à présent, eh ben on savait pas grand chose de plus. Mais comme je vous le disais, cette fois-ci, on a du nouveau puisqu'on nous a dévoilé la couverture du livre. Et moi, la couverture, je sais très bien comment je vais la décortiquer, je sais très bien ce que je vais en faire. Vous allez voir que ça peut être très intéressant et que rien que la couverture peut nous révéler quand même pas mal de choses sur ce qui pourrait se passer dans le livre, sachant qu'en plus, qui dit on a la couverture, dit aussi qu'on a la 4e de couverture, avec le synopsis de Sunrise on the Reaping et donc un résumé de l'histoire. Et voici ce qu'il dit. Lever de soleil sur la moisson revisitera le monde de Panem 24 ans avant les événements de The Hunger Games, à partir du matin des 50e Hunger Games, également connu sous le nom de 2e jeu de l'expiation. Voilà, donc pour l'instant rien de nouveau, tout ça on le savait déjà, mais attendez un peu la suite. Alors que le jour se lève sur les 50e Hunger Games annuels, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur des jeux de l'expiation, 2 fois plus de tribus seront retirées de leur maison. De retour dans le district 12, Haymitch Abernathy essaye de ne pas trop penser à ses chances. Tout ce qui l'intéresse, c'est de passer la journée à être avec la fille qu'il aime. Lorsque le nom de Haymitch est appelé, il peut sentir tous ses rêves se briser. Il est arraché à sa famille et à son amour, transporté au Capitole avec les 3 autres tribus du district 12, une jeune amie qui est presque une sœur pour lui, un parieur compulsif et la fille la plus coincée de la ville. Alors que les jeux commencent, Haymitch comprend qu'il a été conçu pour échouer, mais il y a quelque chose en lui qui veut se battre, et que ce combat résonne bien au-delà de l'arène mortelle. Et alors là déjà, on a plein de choses. Pour commencer, la phrase qui m'interpelle en premier personnellement, c'est « de retour au district 12 ». Parce que ça veut dire que Haymitch n'était pas au district 12 au début de l'histoire. Et moi forcément ça m'oblige à me poser tout un tas de questions. Déjà où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait en dehors du district, et surtout pourquoi est-ce qu'il en était parti. Ça met tout de suite en place beaucoup de mystères. Surtout qu'à ce moment-là, on sait qu'il a pas encore 18 ans étant donné qu'il a encore l'âge de participer aux Hunger Games, donc c'est encore un enfant. On est en droit de se demander pourquoi il avait quitté le district. Est-ce qu'on l'avait envoyé ailleurs? Est-ce qu'il était en train de faire quelque chose d'illégal en dehors du district? C'est très bien écrit ce synopsis, parce que dès le début on a juste quelques petits mots comme ça, et pourtant ça arrive à titiller notre curiosité sur un personnage qu'on pensait connaître plutôt bien, en créant de l'intrigue sur son passé qui est la partie de sa vie qu'on connaît peu. Et moi j'avoue, j'ai super envie de savoir tout ça. Et ensuite on a aussi la manière dont sont décrits les autres personnages qui partent avec lui aux Hunger Games. Et ça aussi moi je trouve ça intéressant, parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris en lisant Susan Collins, s'il y a bien une chose que j'ai apprise avec sa manière d'écrire, c'est bien qu'elle sait très bien choisir ses mots pour te faire comprendre des trucs sans avoir besoin de te les dire directement.
directement. Genre par exemple, dans le dernier livre, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, dès les premières lignes, sans vraiment nous l'expliquer, juste en lisant entre les lignes, on pouvait très bien comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouvait Snow. Et là, on nous décrit les personnages comme étant une jeune amie qui était comme une sœur pour Haymitch. Donc déjà là, normalement, ceux qui ont lu l'embrasement, vous savez déjà de qui il s'agit et vous savez aussi comment elle va mourir. Et rien qu'avec ces quelques mots, déjà, on sent qu'il y a beaucoup d'amitié et de tendresse entre ces deux personnages. On sent que c'est quelqu'un d'important pour Haymitch, on sent qu'il y a une relation particulière entre les deux. Alors que par contre, pour les deux autres, c'est le parieur compulsif et la meuf la plus coincée de la ville. Là par contre, on est dans le jugement. Là, on sent bien que ces deux-là, Haymitch, il les porte pas du tout dans son cœur. On le sent même un petit peu hautain avec eux, donc probablement qu'on va avoir un Haymitch jeune, arrogant et peut-être même un peu méprisant. Un Haymitch un petit peu comme Katniss finalement. Et ça, c'était pour le synopsis, et maintenant qu'on en a parlé, on va passer à la partie qui m'intéresse le plus. On va parler de la couverture. C'est de très loin la partie qui nous donne le plus d'indices en général. Dans la saga Hunger Games, on a toujours une couverture bourrée de petits messages qui nous indiquent le déroulement de l'histoire, pour peu qu'on essaye de les décrypter et de les lire correctement. Par exemple, pour le premier, déjà la couverture était noire, ce qui évoque manifestement l'aspect sombre de l'univers dans lequel on s'apprête à mettre les pieds. On est dans une période ténébreuse représentée par la nuit. On va évoluer au cœur de la nuit, et le symbole du milieu, quant à lui, sur toutes les couvertures, ça a toujours représenté la reine. Systématiquement, sur toutes les couvertures, on a toujours ce cercle-là qui représente la reine, et ce cercle, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire, il va évoluer et s'adapter à ce qui se passe dans le récit. Et vous allez voir qu'au final, ça a énormément de sens. Dans le premier Hunger Games, on pouvait voir le Gémeaux-Cœurs, Katniss donc, le symbole de la révolte, qui est enfermé dans l'arène, certes, mais qui parvient, mine de rien, à traverser sa paroi, à la fois avec la pointe de sa flèche, mais aussi un petit peu avec ses ailes. Ce qui fait vraiment sens quand on sait comment le livre va se terminer, parce qu'on peut y voir le symbole de la révolte, représenté par le Gémeaux-Cœurs, commencer à sortir de l'arène, commencer à se répandre sur le continent, et cette flèche qui traverse l'arène, pour moi, c'est une manière aussi de nous montrer que le Capitole peut être blessé. C'est une manière de montrer qu'il est possible de défier le Capitole. Dans le deuxième tome, Hunger Games l'embrasement, bon bah déjà on passe d'une couverture noire à une couverture rouge, ce qui symbolise déjà probablement la couleur des flammes, la couleur de la révolte, mais ce n'est pas tout parce qu'on peut aussi voir du jaune sur le motif de la reine, derrière le Gémeaux-Cœurs. Cette arène qu'on reconnaît très bien, hein, avec le motif de l'horloge, et pour moi cette lueur jaune complètement cernée par du rouge, et bah ça ressemble énormément à un lever de soleil. Quand le soleil se lève, c'est exactement ça. On a un soleil bien jaune qui va progressivement diffuser sa lumière dans l'atmosphère et donner du rouge au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. Et ce deuxième livre est celui qui se passe, tiens donc, exactement comme pour Sunrise on the Reaping, pendant une édition des Jeux de l'Expiation. Pour les deux livres, on a l'idée du lever de soleil, et pour les deux livres, ça se passe pendant une édition spéciale des Jeux. Et quant au Gémeaux-Cœurs, on le voit à nouveau réussir à sortir de l'arène, comme pour le précédent, mais cette fois-ci, il n'a pas de flèche dans le bec, ce qui pourrait signifier qu'il ne parvient pas forcément à s'en sortir par lui-même. Or, à la fin de ce livre, on sait que Katniss se fait justement extraire de l'arène par les membres de la Résistance. Pour le troisième tome, cette fois, c'est assez clair puisque le livre est bleu. Donc là, le soleil s'est levé sur Panem. On est en plein jour, et on peut voir le Gémeaux-Cœurs en plein envol, mais surtout, on voit l'arène en arrière-plan qui est brisée en 1000 morceaux. On est dans le dénouement de l'histoire. C'est dans ce livre-là que le Capitole va être vaincu et que Snow va être détruit. Et on peut d'ailleurs aussi voir le soleil briller de toute sa lumière juste derrière le Gémeaux-Cœurs, encore une fois, avec cette lumière blanche qui se diffuse juste derrière lui. Donc vous voyez, à chaque fois, on a cette notion de nuit et lever de soleil. La nuit étant représentée par la couverture noire, et progressivement, on a le soleil qui se lève pour arriver jusqu'à un beau ciel bleu. Quant à la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est probablement ma couverture préférée et la plus intéressante, je pense, on peut y voir cette fois-ci non pas un, mais deux animaux. Un Gémeaux-Cœurs, le symbole de la résistance qui représente ici Lucy Gray, et un serpent venimeux qui représente le président Snow, qui est encore jeune à ce moment-là de l'histoire. On peut les voir tous les deux dans une arène faite avec une branche de rosier, la fleur symbolique de la famille Snow, et on peut les voir tous les deux tenter de se frayer un chemin en dehors de cette arène, délicate à arpenter parce qu'elle est couverte d'épines, et finir par en sortir, mais chacun d'un côté différent. Et personnellement, je trouve que c'est bourré de messages. Déjà, l'arène en branche de rosier, c'est là pour nous rappeler que ce sont les Snow qui ont inventé les Hunger Games. Puisqu'on le sait, et on l'apprendra dans ce bouquin, c'est le père de Coriolanus Snow qui a eu l'idée d'inventer les jeux. Et le fait que ces deux personnages, ces deux animaux, soient représentés sur des branches couvertes d'épines, ça nous rappelle à quel point cette situation est délicate, à quel point ils doivent faire attention à la moindre de leurs actions pour espérer s'en sortir. Parce qu'au moindre faux pas, au moindre faux mouvement, ils finiront par se faire piquer.
Et pour terminer, le fait que chacun réussisse à sortir de cette arène d'un côté différent, ça nous montre qu'ils finiront par réussir à se sortir de là, mais ça nous montre aussi qu'ils ne le feront pas ensemble. Or, à la fin de cette histoire, on le sait, Snow et Lucy Gray finiront par se séparer. Sans compter, j'en ai pas parlé, mais on a un retour de la couverture noire, donc on est de retour dans la nuit, de retour dans les jours sombres de l'histoire de Hunger Games. Et quant à tous ces cercles concentriques qui pointent vers eux un peu comme une cible, ça symbolise probablement le fait que Lucy Gray et Snow sont les cibles du Capitole. Ce qui est vrai quelque part, puisque le doyen Highbottom, le haut juge des Hunger Games, tout au long du livre essayera de faire tomber Coriolanus coûte que coûte. Mon autre hypothèse étant que ça pourrait aussi nous montrer pourquoi pas que derrière les murs de la première arène, il y a encore d'autres murs qui les emprisonnent, des murs moins évidents, mais qui montrent qu'ils n'obtiendront jamais vraiment la liberté, et qu'il y aura toujours quelque chose pour les enfermer. Voilà, donc ça c'est mes deux hypothèses, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, vous l'aurez compris, la couverture des livres Hunger Games est toujours très riche de sens. Et c'est pour ça que j'ai très envie aujourd'hui d'analyser la couverture de ce Sunrise on the Reaping, pour essayer de deviner un petit peu de quoi ça va parler. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve le fond noir. Donc, comme d'habitude, on est toujours dans la nuit, on a toujours affaire à une époque très sombre de l'histoire des Hunger Games. Sauf que cette fois-ci, nouvelle couleur, on peut noter la présence d'une sorte de lueur violette qui se diffuse au milieu du noir. On reviendra dessus un petit peu plus tard, vous verrez ce que j'en pense. Pour l'instant, ce qui m'interpelle le plus, c'est le motif qui occupe la couverture. On y voit deux animaux, encore une fois un gémoqueur et encore une fois un serpent, mais nouveauté cette fois, on les voit en train de s'affronter. Et ce qui est le plus intriguant, c'est que les deux forment en réalité le corps de la même créature. Et légèrement plus subtil, on voit aussi le cercle de l'arène en arrière-plan, et on voit que le corps de ces deux créatures fait partie intégrante des murs de l'arène. On voit qu'à un endroit, il épouse parfaitement la forme du cercle, et à l'endroit où le gémoqueur et le serpent se rejoignent, on peut aussi voir un lever de soleil, le fameux Sunrise on the Reaping. Mais contrairement à Hunger Games l'embrasement, contrairement au tome 2, ce n'est pas un sunrise doux et lumineux, doux et bienveillant. C'est un soleil piquant, agressif et duquel on n'a clairement pas envie de s'approcher qui se lève ici sur Panem. Et moi là j'y vois vraiment des tonnes et des tonnes de choses. Et je vais vous faire part de ma théorie concernant ce nouveau Hunger Games. Ce que je pense, c'est que dans ce livre, on va assister à une première révolte contre le Capitole. En tout cas, une première tentative de révolte, parce que je pense aussi que, et c'est évident puisque la suite on la connaît, cette révolte va échouer et qu'elle va causer énormément de tort à tout l'ensemble de Panem. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On a bien le président Snow, représenté par un serpent, qui affronte le gémoqueur, représentant la révolte. Mais contrairement à ce qu'on peut avoir d'habitude, là on voit bien que les deux sont exactement à la même hauteur, on voit bien que les deux sont exactement dans la même posture, ce qui signifie qu'ils s'affrontent d'égal à égal. On peut d'ailleurs aussi voir que les deux sont extrêmement agressifs l'un envers l'autre, ce qui est pas forcément bon signe si vous voulez mon avis. Et aucun des deux ne semble vraiment être le gentil de l'histoire, puisque les deux forment la même créature. Ils sont tous les deux la face d'une seule et même pièce. Ce qui fait que je pense que les deux camps ne vont pas s'affronter pour la liberté du peuple, ils vont s'affronter pour la prise du pouvoir. Parce qu'il ne vous aura peut-être pas échappé non plus que ce soleil piquant qui sort entre les deux n'est pas sans rappeler non plus l'aspect d'une couronne. Quant à la couleur violette, j'avais dit que j'y reviendrais, pour moi elle peut évoquer deux choses. Déjà, c'est l'une des couleurs les plus évidentes pour représenter quelque chose de toxique, quelque chose qui demeure de l'ordre du poison. Et le poison, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas quelque chose de très positif. Je pense que là, il n'y a pas de débat. Et deuxièmement, et là je vais peut-être aller un petit peu plus loin dans mon analyse, vous me dites si vous trouvez que j'extrapole, mais sur le spectre de la lumière, le violet c'est aussi la couleur qui se trouve à l'extrême opposé du rouge, qu'on avait dans notre autre lever de soleil dans Hunger Games l'embrasement. Ce qui pourrait représenter le fait qu'on va assister à une rébellion, mais qui sera tout le contraire de celle qu'on a vue dans l'embrasement, qui ne sera donc pas du tout dans l'intérêt du peuple, et qui ne peut en aucun cas se terminer par une vraie belle journée ensoleillée. Et enfin, dernier petit détail, mais il y a aussi le fait que l'arène du fond est percée de plein de petites entrées, ce qui nous montre que l'arène sera perméable et que son combat s'étendra bien au-delà de ses murs. Bon, et après vous allez me dire, d'accord, mais et Mitch dans tout ça, qu'est-ce qui devient? Eh ben en soi, je pense que Mitch il sera là surtout histoire qu'on suive un personnage qu'on connaît déjà et auquel on est déjà attaché, mais que le vrai combat de ce livre ne sera pas forcément le sien, mais celui que je viens de vous décrire, celui d'une rébellion destructrice lancée pour de très mauvaises raisons, et qui va échouer bien évidemment. Parce qu'en soi, les jeux de Mitch, bah on sait déjà comment ça s'est passé, on sait déjà comment ça s'est déroulé et comment il a gagné puisqu'ils sont décrits dans l'embrasement. Donc si c'est juste pour nous raconter les jeux Mitch, bah y a peut-être pas un grand intérêt à faire tout un bouquin dessus, sachant qu'on les a déjà vus. C'est donc sûrement de tout ce qui s'est passé autour de ces jeux, des enjeux plus globaux que Suzanne Collins a envie de nous parler. Peut-être même qu'on reverra Lucy Gray qui revient pour se venger de
Snow. Ou un autre personnage parmi les Covey, par exemple Modivori, pourquoi pas après tout. Moi personnellement, Modivori, je la vois bien tenter de lancer une première rébellion contre Snow. Sachant que si vous suivez mes vidéos, vous savez que je pense que Modivori est la grand-mère de Katniss. Je vous mets un lien vers la théorie juste là si ça vous intéresse. Enfin bref, voilà, quoi qu'il en soit, moi j'ai très hâte d'avoir ce livre entre les mains. Je pense que Day One, je vais aller l'acheter et je vais le bouquiner dans la semaine. Je pense que le 10 mars 2025, je fonce direct à la librairie pour l'acheter, ça c'est clair. Je fonce à la librairie et ensuite je défonce le livre. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'était mes théories sur le prochain livre Hunger Games. Mais et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez la même chose que moi, ou alors est-ce que vous avez d'autres théories sur ce qui pourrait se passer? Je me suis bien éclaté à l'écrire et ça faisait même très longtemps que j'avais envie de parler des couvertures de Hunger Games. Et si vous aimez Hunger Games et que vous voulez en voir plus, eh bien je vous mets dans ce cas 2 nouvelles vidéos que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant au milieu de l'écran si jamais vous voulez pas louper les prochaines. Et en attendant la prochaine vidéo, moi comme d'habitude je vais vous faire tout plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Xionyxs pour vous servir et je vous dis ciao.